1968. Être jeune n'a jamais été aussi cool. Le dernier hit à Broadway est la comédie musicale Air, l'histoire d'une bande de copains qui n'ont pas 20 ans. Roméo et Juliette est dans la salle. Les acteurs principaux ont seulement 17 et 16 ans. Et il y a une scène érotique dans le film. La Chine est en pleine révolution culturelle. Les adolescents chinois, les gardes rouges, ont causé des ravages massifs et le gouvernement commence à les considérer comme une véritable menace. Lui, c'est Rudi Dutschke. Il a 28 ans. En Allemagne, c'est une superstar. Tout le monde connaît Rudi le Rouge. C'est un révolutionnaire, un symbole de la contestation. Il rêvait de devenir athlète, puis journaliste sportif. À l'âge de 21 ans, il fuit l'Allemagne de l'Est vers Berlin-Ouest. Il s'en est fallu de peu. Le lendemain de son échappée commençait la construction du mur de Berlin. Il étudie la philo et prend la tête d'un groupe d'étudiants qui veulent défier l'ordre établi. En décembre 1967, il assiste à une messe. Ayant devancé le prêtre, il monte sur la chaire et se lance dans un prêche contre la guerre américaine au Vietnam. Les fidèles se sentent outragés. Il se fait jeter de la tribune et passer à tabac. Pour beaucoup de jeunes Allemands, la contestation prend la forme de la libération sexuelle. Ils sont convaincus que celui ou celle qui couche 2 fois avec la même personne appartient à l'establishment. Mais Rudi n'est pas comme ça. Il est marié. Pour lui, la contestation est purement et simplement politique. En février, les journaux de la maison d'édition Axel Springer lancent une campagne anti-Dutschke. On le compare même à Hitler. On l'accuse d'être un traître, un infiltré à la solde des communistes de l'Allemagne de l'Est. En février 1968, les amis de Rudi lui livrent une voiture remplie de dynamite. Pour aller les mettre à l'abri, il empile les explosifs dans une poussette et les dépose par-dessus son fils, âgé de 2 mois. Son plan est de faire sauter les navires de guerre américains amarrés dans les ports allemands avant leur départ vers le Vietnam. Lui, c'est Mark Rudd, il a 20 ans, il est en 3e année à l'université de Columbia. Il vient de se faire élire à la tête du syndicat étudiant. Il a immédiatement organisé une manifestation. Convoqué par le doyen, Rudd ignore la convocation. On lui fait bien comprendre que lui et les autres manifestants seront exclus de l'université s'ils ne viennent pas rendre des comptes. En février 1968, Rudd a passé 3 mois à Cuba. Il est fasciné par Che Guevara. Il est rentré aux États-Unis, décide à combattre le capitalisme et la guerre au Vietnam. Le 7 avril, une commémoration est organisée pour Martin Luther King à la chapelle de l'université. Le vice-président de Columbia s'apprête à prendre la parole. Mais Mark Rudd le devance, comme Rudi Dutschke avait devancé le prêtre à Berlin. Après son discours, Rudd quitte tranquillement la chapelle. Lui, c'est Daniel Cohn-Bendit. On l'appelle Danny le Rouge, surtout parce qu'il est roux. Il n'a que 22 ans et il est étudiant à la fac de Nanterre près de Paris. Depuis quelques années, les étudiants français sont préoccupés par une question particulière. Les cités universitaires sont divisées en bâtiments pour les garçons et les filles. Les étudiants protestent. Mardi, le 8 janvier 1968, tout bascule. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, François Missoff, vient inaugurer une nouvelle piscine sur le campus de Nanterre. Soudain, il est pris à partie par un étudiant de 2e année, Daniel Cohn-Bendit. Cet échange rend Cohn-Bendit célèbre. Mais les étudiants ne sont pas préoccupés seulement par les relations sexuelles. Après la guerre, l'éducation est devenue beaucoup plus accessible. Il y a plus d'étudiants et moins de professeurs. Les programmes ont vieilli et les étudiants sont obligés de suivre des cours inutiles avec des méthodes obsolètes. Ils exigent des changements. Le 22 mars, 300 étudiants occupent le 8e étage du bâtiment administratif de l'université de Nanterre. Le 2 avril, ils refusent de quitter le grand amphithéâtre. Ils sont plus d'1 millier désormais. Le 18 février, 20 000 personnes descendent dans la rue à Berlin pour protester contre la guerre au Vietnam. Et le 21, le parti au pouvoir organise une contre-manifestation.
Les manifestants remarquent un passant muni d'un appareil photo qui ressemble à Rudi Dutschke. Ils l'attrapent et commencent à le tabasser. La foule crie « Pendez-le ». Quant à Dutschke, il est à Amsterdam. Sa femme le supplie de ne pas rentrer en Allemagne. Mais Rudi revient à Berlin. Le 11 avril, Dutschke sort de chez lui acheter des gouttes nasales pour son bébé. Il se rend à vélo à la pharmacie la plus proche. Celle-ci est fermée. Il reste devant, perdu dans ses pensées. Un jeune homme inconnu lui demande « Êtes-vous Rudi Dutschke ?» L'homme tire 3 coups de feu et touche Rudi à la tête et à l'épaule. Le tireur s'appelle Joseph Bachmann. C'est un chômeur de 23 ans. Ce jour-là, il est arrivé à Berlin de Munich. Dans ses affaires, la police a trouvé un article du journal d'extrême droite Nationale Zeitung intitulé « Arrêtez Rudi le Rouge », ainsi que des articles consacrés à l'assassinat de Martin Luther King. Mark Rudd organise une mobilisation contre la construction d'une piscine et d'un gymnase universitaire au Morningside Park. Pour les étudiants, il s'agit d'une atteinte aux droits de la population noire de Harlem. Le 23 avril, des étudiants loyaux à l'administration de Columbia organisent leur propre manifestation. Mais près de 1000 personnes se joignent à la manifestation de Rudd. Ils occupent Hamilton Hall et retiennent le doyen en otage. Rudd exige aussi le droit de manifester, l'amnistie des contestataires et la démission de l'administration de l'université. Columbia reste sous le contrôle des étudiants pendant une semaine. Dans la nuit du 30 avril, la police fait irruption sur le campus, chasse les étudiants hors des bâtiments et évacue les lieux. 712 personnes sont interpellées, 148 blessés. Le 2 mai, Cohn-Bendit et 6 autres étudiants sont convoqués au bureau du doyen pour être réprimandés, tout comme Mark Rudd l'avait été il y a peu. Le 3 mai, les étudiants contestataires se replient vers la Sorbonne. 600 étudiants sont interpellés et Cohn-Bendit avec eux. La Sorbonne est fermée pour la première fois de son histoire longue de 700 ans. Les affrontements entre la police et les étudiants vont durer pendant 1 mois. Le lendemain, les manifestations françaises font la une de tous les journaux télévisés du monde entier. Cohn-Bendit devient une célébrité internationale. 1968 devient l'année des troubles étudiants dans le monde entier. Des manifestations et des émeutes agitent la Grande-Bretagne, le Japon, l'Argentine, le Brésil, la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Italie et d'autres pays. Après l'attaque, Dutschke se fait amputer d'une partie de cerveau. Dutschke lui-même ne commettra aucun acte terroriste. Mais quelques partisans vont fonder une organisation terroriste, la Fraction Armée Rouge. Mark Rudd sera renvoyé de Columbia. 3 mois plus tard, le président de l'université démissionnera. Cohn-Bendit deviendra une star. Il sera interviewé par le célèbre philosophe Jean-Paul Sartre lui-même. Et ce n'est qu'un début. Les manifestations étudiantes vont provoquer une profonde crise politique en France. Alors vous en conviendrez, voilà un moyen efficace et pertinent d'associer les médias aux réseaux sociaux pour faire passer l'information et au service de l'information. Laurent, qu'est-ce que vous avez eu quelle audience avec les premiers épisodes? Je ne sais pas encore, ça vient d'être lancé, alors je n'ai pas du tout de chiffres. J'en aurai, mais j'en ai pas pour l'instant.
Pascal, est-ce que vous pensez qu'il était essentiel de commémorer cet événement en tant qu'universitaire? Est-ce que je peux me permettre de contester la question? Parce que pour moi, la commémoration, c'est la société. Ce sont les sociétés qui décident. On ne peut pas décider à leur place. La célébration, ça c'est un acte politique qui vient d'institutions. D'ailleurs, ça peut être l'État ou au contraire un parti d'opposition. Il célèbre ce qu'il décide de célébrer en fonction de ses valeurs. Mais la commémoration, ça doit sourdre d'une société qui se passionne ou pas pour un élément qui se situe dans le passé. En réalité, c'est parce qu'elle considère à tort ou à raison qu'il est encore présent quelque part. Donc la commémoration, c'est à la fois indispensable, mais ça ne se décrète pas. Alors, est-ce que vous pensez que la société française s'est passionnée pour ce 50e anniversaire? Bon, prévisiblement, je pense que le tonus de commémoration a été relativement faible quand même, mais à la fois parce que c'est à peu près le dernier moment où les contemporains, les acteurs de mai 68 pouvaient être partie prenante de la commémoration, certains décidant de se maintenir à distance. Je trouve, entre parenthèses, que l'itinéraire en règle générale de Daniel Cohn-Bendit est absolument passionnant parce qu'il est très très représentatif d'une évolution en profondeur sur 50 ans. Ça, on pourrait y revenir, hein, puisqu'il y a un débat pour savoir si l'axe dit libéral-libertaire épuise le sujet. Mais enfin, ça en fait partie. Et y compris sa relative abstention actuellement est très intéressante. Mais pour le reste, grosso modo, ceux qui... Les baby-boomers, j'en fais partie, j'ai eu 20 ans en 68, donc je suis très antipathique, c'est-à-dire que j'ai eu tous les avantages par rapport à mes enfants, mes petits-enfants, bon ça c'est clair. Ces baby-boomers s'acheminent peu à peu, oui, mais dit tout à l'heure que j'étais émérite, vers la retraite, le cimetière et le reste. Bon, donc, c'est ce que je voulais dire. Non, mais moi je le dis, c'est moi je peux le dire. Bon, donc effectivement, on est un peu à l'apogée d'un pouvoir économique, politique, culturel, c'est déjà un peu déclinant. Je pense qu'une partie de ceux qui achètent des livres sur 68 appartiennent plutôt à cette mouvance-là. À l'autre extrémité, les plus jeunes ont quand même l'impression que c'est très loin. Imaginez quand même que 50 ans, c'est la distance entre le 11 novembre 18, hein, la fin de la Première Guerre mondiale, et 68. Et avec l'accélération de l'histoire, c'est encore plus loin. Et en même temps aussi, je pense que les plus jeunes, y compris parce qu'on leur dit tous les jours, hein, que ça va très mal, que c'est tragique, bon, et ils ont vraiment l'impression qu'on est sur une autre planète. Et ils ont, à mon avis, assez raison. En mai 68, vous aviez une géopolitique qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein. La gauche radicale, les gauches radicales qui sont quand même à l'avant-garde en 68, pouvaient s'adosser d'une part à des expériences qui se réclamaient grosso modo de la logique de la révolution d'octobre, puisqu'on a évoqué tout à l'heure la révolution d'octobre, renouvelée par la Chine populaire, Cuba, tout ce qu'on voulait, ou le Vietnam. Évidemment, aujourd'hui, ça s'adosse sur bien autre chose, c'est-à-dire peut-être pas grand-chose. Et en revanche, la force active, c'est le populisme, qui a évidemment un lien avec la gauche radicale, puisque c'est, à mon avis, ça on y reviendra peut-être, c'est évidemment lié à l'échec d'une gauche radicale, cette montée d'une droite radicale. Donc la conjoncture est complètement différente, la société a complètement changé, et comme en mai 68, il y a en revanche des acteurs politiques qui jouent. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé déjà en 68, c'est à quel point il y avait un côté dernière grande manif du 19e siècle. On a continué à dresser des barricades en mai 68 qui avaient un intérêt stratégique assez limité. Déjà, les barricades de 1944 avaient un intérêt stratégique beaucoup plus limité que les grandes barricades du 19e siècle. Mais il fallait dresser des barricades. De la même façon, ceux qui sont à l'avant-garde en 68, mais qui ne seront plus du tout sur les mêmes positions 2-3 ans plus tard, parce que ça bascule très vite, c'est les mêmes, mais ils ont changé, ont les yeux tournés vers la Révolution d'octobre ou la Commune de Paris. 2-3 ans plus tard, c'est en train de changer. Laurent, après un demi-siècle d'alternance politique, qu'est-ce qui reste de mai 68 ? Il reste quand même beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a eu 2 sondages sur 68. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose ? À chaque fois, les Français répondent à 70% que c'était une bonne chose. Mais il doit rester des choses, parce que je constate que qui commémore 68 ou qui célèbre 68 mais à l'envers, c'est plutôt la droite ou l'extrême droite qui font des... Si vous lisez Valeurs Actuelles, si vous lisez toutes sortes de sites très très engagés à droite, si vous écoutez beaucoup de discours faits chez les élus conservateurs, il faut se débarrasser de 68, il faut rompre avec 68, il faut revenir en arrière, etc. C'est le discours général. Donc on est obligé de commémorer finalement, contraint par la polémique.
Et nous, on s'est senti, enfin, on avait prévu de le faire de toute manière, mais on s'est senti obligé du coup de défendre les valeurs de cette révolte qui n'était pas une révolution, qui était une révolte, et qui était une grande révolte démocratique, à mon sens. C'est comme ça que je l'ai vécu, moi, en tout cas, comme lycéen. Mais c'est comme ça que l'ont vécu l'immense majorité des gens qui ont manifesté ou qui ont fait la grève en 68. Il y avait une petite frange de leaders d'extrême gauche qui ont été portés à la tête du mouvement parce qu'ils avaient une grande expérience et qu'ils étaient à l'origine des troubles à Nanterre. Donc ils se sont retrouvés sur le sommet de la vague. Mais la vague elle-même, elle était très particulière. C'était des gens, que ce soit les étudiants ou les ouvriers qui se sont mis en grève, ou les salariés, ou les gens de toutes sortes d'institutions qui se sont mis en grève, qui voulaient des changements. Il y avait un mythe révolutionnaire, parce que le fond de l'air était rouge, comme on dit. Il y avait le Vietnam, il y avait Cuba, etc. Mais la plupart des gens qui ont fait 68, ce n'était pas pour instaurer une révolution à la russe ou à la cubaine, pas du tout. C'était parce qu'ils considéraient que la condition ouvrière était insupportable, trop dure, le travail à la chaîne, les petits chefs, etc. Ils voulaient des changements. Et les étudiants, pareil, ils trouvaient que les méthodes étaient désuètes, qu'on ne pouvait pas, qu'on était contraint par toutes sortes d'obligations désuètes et archaïques. Et donc, il fallait secouer, non pas ce joug, c'est pas le fascisme, hein, pas du tout, mais ce joug culturel, en tout cas, ou sociétal. Et c'est ça qui a fait 68. Et la preuve en est d'ailleurs que quand il s'est agi de savoir s'il fallait changer de pouvoir ou de régime ou changer les structures de la société, ça s'est arrêté pratiquement. Les manifs étudiantes sont passées devant les bâtiments officiels qui étaient mal gardés ou pas gardés, sans même y faire attention. À un moment, il y en a qui ont dit on va aller à l'Élysée, ou on va aller prendre l'hôtel de ville. Les leaders ont dit mais qu'est-ce qu'on va faire après? On va se faire déloger par les CRS au bout de 2 heures et ça ne servira à rien. Et personne n'a songé, sauf pendant 3 jours, entre le 27 mai et le 30 mai. Pendant 3 jours, là, il y a eu un vertige révolutionnaire. Mais tout le reste du temps, tout le monde savait bien que c'était une révolte spectaculaire, démocratique, pour une société plus libre finalement. Et ce qui reste de 68, c'est qu'on est plus libre qu'avant 68. C'est ça qui reste. Là où 68 a échoué, c'est qu'il y avait aussi une volonté égalitaire, c'est-à-dire de fraternité, de solidarité, d'égalité, d'amélioration de la condition ouvrière, d'amélioration de la condition des employés ou même des paysans, etc. Et ça a échoué, puisqu'on sait que la société aujourd'hui est quand même très inégalitaire. Donc il y a une réussite partielle qui tient essentiellement à la liberté, pas seulement la liberté individuelle des désirs, et comme disent les gens qui n'aiment pas 68, mais la liberté des syndicales, par exemple. Avant 68, la section syndicale est interdite dans les entreprises. Les syndicats doivent se réunir ailleurs, pas dans l'entreprise, parce que l'autorité du patron a été mise en cause par le syndicat. Et c'est en 68 que le gouvernement et le CNPF font une concession en disant désormais, vous aurez le droit de vous réunir dans l'entreprise. Aujourd'hui, ça paraît bizarre, ce truc-là, mais il y a eu une avancée sociale considérable. Et donc, d'une manière générale, le fonctionnement de l'autorité a été réformé par 68. Et plutôt dans le bon sens, contrairement à ce que disent les gens de droite. Ils disent les gens ne croient plus à rien, ils n'obéissent plus à rien, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas vrai du tout. Les générations qui ont suivi ont respecté grosso modo les règles sociales, les lois, etc. C'est pas, le slogan « il est interdit d'interdire » n'a pas été adopté par la société française, c'est complètement faux. Mais c'est le mythe qu'une partie de la droite voudrait diffuser et contre laquelle elle se bat. Mais les gens, ils ne veulent pas. Les gens, ils trouvent ça très bien d'être plus libres. Et ils sont très contents. Pascal ? Je suis tout à fait d'accord avec Laurent Geoffrin. Ce que perçoit bien, plus ou moins bien, la droite, enfin plus généralement ceux qui diabolisent mai 68, c'est que la réussite est ce que personnellement j'appelle une réussite culturelle. L'échec politique est évident et il se situe à tous les niveaux, y compris dans les contradictions en effet de cette avant-garde-là, qui n'est pas d'accord sur la prise du pouvoir, ce qu'on en fera, etc. Mais clairement, quand on fait appel au peuple, entre guillemets, en juin, c'est un renforcement de la droite gaulliste. L'année suivante, De Gaulle est remplacé par un Georges Pompidou qui n'a plus la préoccupation sociale, la participation qu'avait le général de Gaulle. Et en 80, la victoire de François Mitterrand, c'est la victoire des 2 forces politiques qu'exécrait mai 68, c'est-à-dire les sociodémocrates, pour simplifier, qui sont presque au fond du trou au moment de la crise, et le Parti communiste. Donc c'est un échec sur toute la ligne. En revanche, très très vite, on passe de ce que j'avais appelé à un certain moment du gauchisme généralisé, le grand soir, qui a quand même été... Dans le discours, hein, bien entendu, on peut dire on n'y croyait pas vraiment. Enfin, le discours était quand même là.
a un gauchisme spécialisé très efficace. Ce qui m'a toujours impressionné à l'époque, c'est la rapidité avec laquelle on passe de 69, où péniblement les décrets d'application de la loi Neuwirth qui avait été votée avant 68 sur la contraception sortent, et ils mettront encore pratiquement 2 ans à être vraiment appliqués. Donc on sent bien que là, il y a peut-être un lien avec 68, dans tous les cas, c'est pénible, et la rapidité avec laquelle on passe à la loi Veil. Et la loi Veil, qui est votée à l'époque de la droite, c'est quand même le résultat d'un activisme assez 68ard, assez gauchiste, hein, parce que la pétition des 343, le film Histoire d'A, qui est un film interdit qui est vu par 200 000 personnes, le procès de Bobigny, qui est une sorte de procès de provocation, un peu comme le J'accuse de Zola, en consistant à se dire « mais vous voyez bien que la loi 1920 ne peut plus s'appliquer ». Ça, ce sont des méthodes pratiquement de l'extrême gauche, mais appliquées à un objet spécifique, à mon avis considérable, anthropologique, qui est la libéralisation de l'avortement. Et donc, vous avez la même chose avec la cristallisation d'un mouvement féministe, mais à T plus 2 ans, 3 ans, 4 ans. Hein. Même chose pour l'écologie politique. L'écologie politique est absolument balbutiante avant, non pas 68, mais avant 70. Et il y a un lien avec 68. Mais évidemment, on est loin de la subversion intégrale qui pouvait être au moins dans le discours de ces avant-gardes-là. J'avais été frappé de l'importance de certains groupes comme celui des Mao 10 Pontex, avec un bulletin comme Tout. Vive la Révolution qui publiait Tout, puisqu'on parle ici dans un milieu de médias. Bon, il y a ce type de médias très significatif. Eh bien, dans Tout, aux alentours de l'année 71, on aborde ces questions-là. Mais c'était plus 3 ans, évidemment. Et à mon avis, c'est là que ça se passe. Laurent, tu évoquais tout à l'heure la notion de liberté et de l'attachement des Français à cette liberté. On sent quand même la société française se tendre de plus en plus, avec un certain nombre d'interdictions qui reviennent assez fréquemment. Est-ce que les revendications de l'époque sont toujours d'actualité? Est-ce que les gens sont encore attachés à ça réellement? Mais les interdictions, je vois pas très bien lesquelles. On ne peut plus rouler, on peut plus, on parle des 80 km/h, on ne peut plus rien dire sans risquer d'avoir un procès. 68 était plutôt anti-bagnole, donc c'est plutôt logique de réduire la L'humour vitesse. aujourd'hui est devenu très compliqué. On a coutume de dire que ce que disait Coluche à l'époque, il ne pourrait pas le dire aujourd'hui. Donc est-ce que la société finalement n'est pas en train de revenir en arrière? Il y a la question de l'humour, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de... Maintenant, il y a des minorités, mais qui ont été promues par l'esprit, entre guillemets, de 68, mais qui interdisent ou pratiquement, enfin, qui essayent de lutter contre le fait qu'on les ridiculise ou qu'on sorte des blagues contre les Noirs, les Arabes, etc., même au second degré. Et donc ça s'est contesté, mais c'est tout. Les gens sont beaucoup plus libres aujourd'hui. Il faut se souvenir de ce que c'était avant, parce que autrement, on ne sait pas de quoi on parle. Avant 68, l'Église était autoritaire, l'entreprise était autoritaire, l'université était autoritaire, l'école était autoritaire, la politique était autoritaire. Il n'y avait qu'une seule chaîne de télé qui était contrôlée par le gouvernement. Il y avait toutes sortes d'institutions, de lois qui étaient très contraignantes, quoi. L'autorisation pour les femmes de signer des chèques était venue un peu avant 68. Et c'était mal vu. On fait toute une polémique sur le voile, parfois à juste raison, à cause de l'islamisme. Mais moi, ma grand-mère était voilée. Elle ne concevait pas de sortir, comme on disait à l'époque, en cheveux. Parce que c'était les gourgandines ou les prostituées qui étaient en cheveux, comme vous êtes vous aujourd'hui. Et ça a disparu, ça. Vous ou d'autres. Hein. Ma grand-mère, elle ne sortait jamais sans son foulard. Et les femmes, à l'époque, la plupart, ne sortaient pas sans le foulard. Celles qui le faisaient étaient mal vues. C'est un peu bizarre. Alors ça commençait à bouger, évidemment. Mais ça a existé quand même, je l'ai vécu, je m'en souviens. Et les enfants de divorcés à l'école étaient considérés comme des bêtes curieuses ou comme des garçons à problème, quoi, des filles à problème. Et alors, parlons pas de l'homosexualité, qui était un objet de blagues salaces et méprisantes, ou de honte, quoi. Les gens brosaient les murs, ça se passait dans des endroits louches, etc. Et tout était comme ça. Hein. Quand vous regardez les photos de 68, parmi les responsables, il n'y a jamais de femmes. Il n'y en a pas une, quoi. Et les leaders étudiants, ils sont en cravate. Pas tous, mais beaucoup sont en cravate. Et les manifestants, ils sont en cravate. C'est pas fasciste de porter une cravate, mais vous voyez, ça symbolise une société qui était très corsetée comme ça. Et la vie des adolescents, c'est né d'une contradiction entre l'enrichissement général et la montée du niveau d'éducation, notamment des jeunes qui restaient à l'école plus longtemps, et donc ça a fait naître une classe sociale, enfin pas une classe sociale, mais une classe d'âge autonome qui était l'adolescence, qui n'existait pas avant. Avant, on passait directement pour l'essentiel de l'enfance à l'âge adulte.
sauf les étudiants, mais ils étaient très peu nombreux, les étudiants. Et donc, d'un coup, dans les années 50-60, naît un nouveau groupe social qui est l'adolescence, qui a ses propres codes. Aujourd'hui, ça paraît évident, tous les adolescents ont leur culture particulière. À l'époque, c'était nouveau. Et donc, ils avaient une musique à eux, ils avaient un cinéma à eux, ils avaient des danses, une socialisation particulière. Et c'était relativement nouveau dans les sociétés occidentales. Et ça a joué un rôle dans la révolte étudiante et ouvrière. Et donc la société était vraiment était dure en fait. Pascal Horry disait on est privilégié parce qu'on est baby boomer, donc on a eu tous les avantages. C'est un peu vrai parce quand on avait 20 ans, il n'y a pas de chômage de masse, on prenait du boulot très facilement, et il y a eu la libération des mœurs, etc., tout ce qu'on sait. D'accord, mais souvenez-vous de comment c'était avant 68. D'abord, on a failli tous sauter quand même. On dit qu'il y a des guerres partout aujourd'hui, il y a beaucoup moins de guerres qu'avant. Et en 62 ou 63, je ne sais plus, enfin, 62, la crise des fusées, on a été à un cheveu d'avoir un holocauste nucléaire, donc ça aurait fait des millions de morts. Alors comme on y a échappé, on a oublié, c'est comme le mal de dents, le mal de tête, on oublie dès que ça passe, mais ça, on a failli sauter quand même. Et on vivait, je me souviens très bien quand j'étais gamin, on vivait dans l'idée, alors qu'elle était vague comme ça, mais qui était quand même une menace, d'une guerre Est-Ouest. C'est-à-dire d'un holocauste nucléaire. Aux États-Unis, ils faisaient des abris, etc. Les gens croyaient à ça. Et donc c'était un peu angoissant même dans la vie quotidienne. Ça se trouve, un jour, on va sauter. Et par ailleurs, là, pour ce qui est de la condition ouvrière, les gens travaillaient. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui travaillaient jusqu'au samedi midi. Et ils avaient 2 semaines, ou je ne sais plus, 2 ou 3 semaines de congés payés. 2 ou 3, je ne sais plus. Et les ouvriers étaient payés à l'heure. Les ouvriers étaient payés à l'heure. C'est-à-dire, vous n'avez pas un salaire mensuel. En fonction du nombre d'heures que vous avez fait, vous êtes payé. Et la mensualisation, c'est venu à ce moment-là, un peu après, un peu avant, je sais plus. Et la journée de travail était très longue, et le travail à la chaîne qui était quand même plus développé qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a d'autres formes de travail précaires, difficiles, qui est également très pénible, mais le travail à la chaîne, c'était une torture en fait. Une vraie torture. Le même geste toute la journée, pendant 8 heures, 9 heures, sous la surveillance d'un chronomètre et d'un chef les ouvriers étaient obligés de demander la permission pour aller aux toilettes quand ils étaient à la chaîne. Et dans beaucoup d'entreprises, plutôt les petites ou les moyennes, mais l'ouvrier tutoyait, vous voyez le patron, il enlevait son béret quand le patron arrivait, et le patron tutoyait systématiquement les ouvriers. Alors ça existe encore, j'imagine, mais c'est quand même moins fréquent. Il y avait une espèce de soumission et de révérence automatique à l'égard de l'autorité économique, patronale, ou de l'autorité en général. Et donc c'était une société qui n'était pas si marrante que ça, en fait, pas très rigolote. Et c'est ça qui a créé la révolte. Parce que la révolte, elle n'est pas née, elle est née de l'agitation étudiante, mais il y a une part de hasard là-dedans. Quand le 3 mai, quand ça démarre, tous les leaders étudiants, ils sont dans les paniers à salade. Donc ils n'ont rien déclenché du tout. Et quand ils voient que l'émeute se déclenche au quartier latin, libérer nos camarades, etc., ils se regardent et disent mais c'est qui ces gens-là? On ne les connaît pas. Parce que la contestation étudiante était très minoritaire. Ils se connaissaient tous. Ils étaient, je crois, 400, peut-être 1000 éventuellement, dans tout Paris. Donc ils se connaissaient tous. Et ils sont tous raflés par la police à la Sorbonne, à la suite du meeting. Hein. Et puis d'un coup, tout le monde commence à jeter des pavés, à casser les voitures. Ils disent mais qu'est-ce qui se passe quoi? Ils ne comprenaient rien. Et après, ils se sont repris, ils ont essayé d'orienter le mouvement. Mais ça a démarré comme c'est une étincelle dans une plaine sèche. Et la plaine était sèche à cause de ce décalage entre le niveau d'éducation, le niveau de prospérité et cette culture ou cette mentalité prégnante qui était en fait héritée de la vieille culture catholique, traditionnelle. Et les gens se sont révoltés contre ça et les ouvriers contre l'arbitraire patronal, enfin la dureté patronale. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit dans la salle ou sur les réseaux? Merci de te présenter. Moi, je me suis intéressé aux médias sur mai 68. Il m'est arrivé d'être jaune dans un conflit social à la télévision régionale il y a de nombreuses années, et j'en suis pas fier, mais c'était contre mon gré. Et j'aurais voulu savoir comment
maintenant nous ferions avec des événements comme mai 68 et avec la multiplication des médias. Comment il serait possible de couvrir de tels événements? Parce que là, la télé publique et la radio publique étaient complètement muselées en mai 68, et il y avait RTL et Europe 1 qui est devenu le modèle en matière de journalisme de terrain à l'époque. Non, c'est autre chose. Ce serait plutôt à Laurent Geoffrin de répondre à cette question-là, bien que si je suis historien, c'est parce que mon père était journaliste. Et à l'époque, il était journaliste dans un grand quotidien régional, il était grand reporter en plus. Mais je crois que vous avez donné la réponse, c'est-à-dire que le système médiatique a quand même beaucoup changé et les situations de monopole sont difficiles à retrouver vraiment aujourd'hui. Et encore, en 68, ce qui est intéressant, c'est à quel point le pouvoir politique central est quand même très identifié autour du général de Gaulle et de ceux qui le soutiennent, n'est plus à la manœuvre. Et paradoxalement, d'ailleurs, la grève de l'ORTF fait que les grévistes n'utilisent même pas ce biais-là, puisque c'est à un certain moment l'écran noir, etc. D'ailleurs, moi, j'ai grandi devant cette télévision-là, pour prendre la télévision, qui est quand même le grand média montant à ce moment-là. Et je me rappelle que j'étais quand même déjà troublé, même quand j'avais 12-13 ans, quand je voyais que les présentateurs du journal télévisé à 20h, aux élections législatives suivantes, se présentaient sous l'étiquette UNR. Je ne sais pas si on aurait l'équivalent aujourd'hui, c'était quand même clair. Il n'y a que Daniel Brem qui s'est présenté, qui a été battu. Mais les autres se faisaient élire, Michel Péricard, etc. Donc il y avait quand même un lien consubstantiel. Et en 68, ça... Voilà. Et il y a un lien consubstantiel qui a été prouvé dans la sévère répression qui a suivi. Mais en effet, alors là sur ce plan-là, parce que votre question n'est pas une question de 68 mais de 2018, je pense que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et puisque j'évoquais tout à l'heure le populisme, etc., on est dans des conjonctures politiques, donc médiatiques, très différentes, où les réseaux sociaux, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois diffus, mais quand même assez concentré, et sur lequel on pourrait d'ailleurs gloser, qu'est-ce qui détermine par derrière ces logiques de réseaux sociaux, sont quand même beaucoup plus à la manœuvre que, en effet, la télévision publique. Sur ce plan-là, on est sur une autre planète. Non, je voulais simplement, si je peux me permettre, avant de redonner la parole au peuple, revenir sur ce que disait Laurent Geoffrin. Là où je nuancerais, mais je pense qu'on sera d'accord, c'est que on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, les historiens maintenant s'y mettent parce qu'ils passent leur temps à jouer à les tracassins, donc en disant bon, attendez, on va dégonfler les mythes. Donc les 30 glorieuses, il faut dégonfler le mythe. Par exemple, je peux vous dire un élément de dégonflage du mythe. À vol d'oiseau, c'est pas si loin que ça. C'est que la défense a été construite par les Portugais. On oublie que ce sont d'abord les Portugais et ensuite les Maghrébins qui étaient dans les bidonvilles de Nanterre. Il y a un rapport direct. Bon. Donc, bien sûr, la 30 glorieuse, mais ça a aussi peut-être accéléré des formes d'intégration, entre parenthèses, hein, en particulier au moins pour la première communauté que je viens de citer. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur, en effet, cette contradiction entre les structures autoritaires du patronat, du général de Gaulle, de l'Église, etc., et puis cette société qui bouge, et c'est pas par hasard si ça explose d'abord sur le campus universitaire, c'est-à-dire là où sont les jeunes baby-boomers, et on nous l'a rappelé à l'instant, avant le 22 mars, vous avez 68, vous avez le 29 mars 67, c'est-à-dire sur le campus de Nanterre, l'idée qu'il faut avoir le droit d'aller voir les filles dans les cités universitaires. Ça s'est reproduit ensuite à Rennes pendant l'hiver. Non, mais c'est... Parce que les filles avaient le droit d'aller voir les hommes. Voilà. Donc, c'est du sociétal déjà. Et ça annonçait, à mon avis, ce qui était les vrais changements sur 25 ou 50 ans. Non, simplement, la différence avec aujourd'hui, quand même, et on est bien d'accord, la guerre froide, tout ça, la hantise nucléaire, c'est qu'il y avait des espérances contradictoires qui s'opposaient. Cohn-Bendit et Pompidou étaient au moins d'accord sur un point, c'était une période de croissance, et simplement, Cohn-Bendit et a fortiori le Parti communiste, la CGT ou même François Mitterrand pouvaient dire la croissance est mal distribuée. Mais on était d'accord là-dessus. On n'allait pas dans le mur. Hein. Paradoxalement, c'est du côté des capitalistes en 68 que ça commence à bouger, c'est le Club de Rome qui va commencer à dire attention à la croissance. Mais personne ne doute de l'extrapolation de la croissance. À l'époque, la France, mais l'Europe occidentale, a des chiffres de Chine populaire 30 ans plus tard de progression. Hein. Donc ça va de soi. Et là je mets à la place de mes enfants, pas encore de mes petits-enfants, c'est vrai qu'ils ont quelque part l'impression que peut-être qu'ils sont plus libres, mais qu'ils vont dans le mur. Je suis en train de parler de ce qu'on appelle en météo la température ressentie par rapport à la température réelle. Donc c'est pour ça que je nuancerais. À chaque époque, c'est hantise. Voilà. Pour ce qui est des médias, juste un mot.
les médias ont joué un rôle considérable quand même quand on regarde l'enchaînement des événements, parce que la nuit des barricades, donc c'est le 10 mai 68, tous les Français, enfin pas tous, mais beaucoup, sont devant leur poste de radio ou bien leur transistor à l'oreille, tous les gamins, et ils écoutent ça en direct. Et ça a été retransmis toute la nuit en direct. Et c'est très spectaculaire parce que c'est à la radio. Donc on entend les cris, on entend les négociations en direct, on entend les flics qui chargent, on entend les bris de voitures, le bruit du feu, et puis les grenades, ça fait un bruit. Les gens ont l'impression que c'est la guerre. Et c'est ça qui a traumatisé l'opinion, qui s'est retrouvée solidaire des étudiants sur le thème. Et les flics sont violents. Alors, il n'y a pas que les flics, les étudiants aussi étaient violents. Mais au début de 68, la responsabilité est imputée aux forces de l'ordre, qui étaient violentes, c'est vrai, ils tapaient très dur. Mais ils ont évité les morts, c'est pas mal. Et c'est ça qui a créé le 68 à la française. C'est qu'en 2 jours, la révolte s'est transmise à l'ensemble du monde salarial, grâce à la radio. Et même la télévision a joué un rôle, parce qu'elle a continué à fonctionner pendant quelques jours après le 10 mai. Et la semaine d'après, Pompidou décide de parler à la radio. Il décide de rouvrir la Sorbonne et de libérer les étudiants qui avaient été arrêtés. Et il dit, je vais parler à la télévision pour dire aux gens qu'il faut arrêter de faire la grève, que c'est une folie, etc. Bon, alors il prépare son truc, il enregistre son émission. Elle est prévue pour le soir même. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'entre-temps, la télévision, qui fonctionnait quand même un peu, avait invité Cohn-Bendit, Sauvageau et Gesma en face de 3 journalistes en direct. Et cette émission a lieu avant que Pompidou parle. Et dans cette émission, le ton des étudiants, ils étaient malins et intelligents, et les 3 journalistes étaient hostiles, donc ils avaient l'air agressés. Et ils sont très bons, ils sont formidables, ils sont drôles, ils se moquent des journalistes, ils sortent des slogans, ils sortent des blagues, ils prennent la direction des débats. Et donc toute la France regarde ça hallucinée en disant, mais qui sont ces gens-là? C'est comme ça qu'ils deviennent des stars, Cohn-Bendit, Sauvageau et Gesma. C'est à cause de cette émission-là. Et ensuite, la grève de l'RTF commence et c'est fermé. Mais Pompidou passe juste après eux. Et alors, du coup, il a l'air d'un vieillard, pas d'un vieillard, mais d'un type décalé, quoi, avec une interview qui est en boîte, comme ça, et qui fait factice. Et même chose le 24 mai, quand le général parle à la télé, et on voit son image sur l'écran. Tout le monde écoute, parce qu'il y a une manifestation qui a été convoquée autour de la gare de Lyon. Et les gens qui le voient à la télé le trouvent vieilli, épaules tombantes, avec ce ton caverneux et ce style qui faisait désuet, quoi, même si le discours était plutôt de bonne facture. Et donc l'image médiatique a été... Alors que la radio, on entendait les contestations étudiantes. Il y avait un décalage complet entre l'image officielle, l'image du pouvoir, et l'image de la société, ou le son de la société principalement, qui était retransmis par les radios. Et la force de l'intervention de De Gaulle, c'est que c'est une intervention comme en 40, radiophonique. La deuxième. La deuxième, je parle de la deuxième. Non, mais le moment où il ressaisit l'histoire en train de se faire, ce n'est plus qu'une voix, comme en 40. Et ça, c'est très fort. Et il n'a pas voulu, mais ça s'est présenté comme ça. Je peux témoigner, je ne sais pas où Laurent y était. Moi, j'étais dans un amphi en grève. Tout s'est arrêté avec les transistors. C'était, voilà, comme pendant la guerre d'Algérie, la politique se faisait aussi par les transistors. Et évidemment, tous les gauchistes écoutaient De Gaulle. Florence, merci de te présenter. Oui, Florence Cavassa, communication, relation publique, mais bon. Alors, question bateau. D'après vous, que reste-t-il de mai 68? Question qu'on entend souvent, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Et par rapport à Daniel Cohn-Bendit, vous en parliez, qu'il a eu un parcours en 50 ans intéressant. Moi, je suis surprise que Daniel Cohn-Bendit et d'autres 68ards, comme très actifs en tout cas en 68, comme Romain Goupil, je crois aussi, il était assez actif, sauf erreur de ma part, soutiennent Emmanuel Macron. Donc, est-ce que chez Emmanuel Macron, sa politique, ou ce qu'il a présenté en tout cas pendant la campagne, il y avait quelque chose qui correspondait à mai 68, peut-être cet aspect un peu libertaire? Personnellement, j'ai du mal, mais voilà. Donc, comment expliquer? Est-ce que c'est une déviance de Daniel Cohn-Bendit? Est-ce qu'il a évolué? Voilà. Ou alors, est-ce qu'il y a un lien? Alors, pour ce qui est de Dany et de Goupil, c'est individuel, parce que toutes les études sérieuses qui ont été faites sur le devenir des gens qui ont fait 68, des gens qui étaient animateurs, militants, je sais pas, secrétaire d'un comité d'action lycéen, ou d'un comité de grève, ou un ouvrier qui était
participant à l'occupation de telle ou telle ville, tous montrent que, contrairement à ce qu'on dit quand on n'aime pas 68, ils n'ont tiré aucun bénéfice de leur action personnelle, leur carrière n'a pas été boostée particulièrement. 2, ils sont restés dans la gauche, alors pas forcément dans l'extrême gauche, mais de toute façon l'extrême gauche elle faisait 2% aux élections, 3%, la plupart des gens n'étaient pas à l'extrême gauche. Et la plupart sont passés dans la gauche classique, soit au PC, soit au PS. Le prolongement politique de 68, un des prolongements, c'est mai 81, parce que ça a été fait par des militants dont la moitié venait de l'époque de 68, comme moi par exemple, mais bien d'autres. Et les leaders, eux, c'était des vieux politiciens en rencard, Jean Mitterrand, etc. En rencard, comme on disait, comme Mitterrand et d'autres, mais la base militante, d'ailleurs le PS avait été malin parce qu'ils avaient repris un slogan genre 68, changer la vie, typiquement 68 ans. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné les élections et qu'ils ont battu le PC. Et donc c'est un prolongement de... Si vous prenez je vais prendre les leaders les plus connus. On va prendre Gesmar, il est devenu socialo, il a travaillé à la mairie de Paris, enfin il est resté dans le giron de la gauche, quoi. Sauvageau, il est devenu enseignant, je crois, et militant, plutôt gauche réformiste, CFDT, je crois, PSU d'abord, CFDT. Qui d'autre Cohn-Bendit, il a été écolo presque toute sa vie, sauf maintenant où il est Macron. Et c'est vraiment un cas particulier. Le Serge July a fait un journal, Libération, je ne sais pas non plus, je ne crois pas qu'on puisse appeler ça une trahison, quoi. Qui d'autre la plupart des trotskistes, Weber ou des gens comme ça, Ben Saïd, c'est trotskiste, Krivine, c'est trotskiste, Weber, il est passé socialiste. Enfin, ils sont tous restés dans la famille de la gauche, la grande famille. Et les autres, ils sont devenus syndicalistes, enseignants. Il y en a qui sont partis cultiver la terre, etc. Il n'y en a aucun qui est dans le CAC 40, aucun ministre, aucun. Il n'y a pas un ministre de 68. A fortiori, les présidents, les gens du sommet, quoi. Et aux fonctionnaires non plus. Enfin, il y a des gens de cette époque-là, mais des leaders 68A qui soient passés dans l'establishment, j'en connais pas. Il y a peut-être dans les médias. Les seuls, au fond, qui ont vraiment tourné kazakh, c'est ceux qui dénoncent 68 maintenant. C'est-à-dire Finkielkraut. Lui, il était Mao en 68, il était à l'Académie française maintenant. Et il est de droite. De droite même, très affirmé. Et quelques autres, comme Le Goff, qui était Mao, je crois aussi, qui est un critique de 68 au premier rang. Ceux-là, ils sont passés de l'autre côté. Mais la masse des 68 ans, ils sont restés fidèles à leurs idées, qui étaient des idées démocratiques, sociales, égalitaires, et tout ce qu'on veut, quoi. Bien pensantes. Philippe. Oui. Philippe Chauveau, l'édition PC. Ils se sont quand même beaucoup embourgeoisés, quand même. Mais non, c'est une erreur, je vous assure, c'est pas vrai. En fait, regardez les bouquins qui ont été faits là-dessus. Ouais, il y a un bouquin qui vient de sortir sur 3000 cas, ils ne sont pas du tout... Non, ils sont syndicalistes, ils sont paysans, ils sont embourgeoisés, non. En fait, moi, ma question, c'était plus... Chaque fois qu'il y a un événement, qu'on sent un peu des tensions politiques, tout le monde fait référence à mai 68. Et en fait, ma question est plus sur la prospective. Est-ce que ce serait bien pour le pays qui est contre mai 68 ? Et là, je fais appel aux hommes de ce serait bien. Bon, en tant qu'historien, je ne peux absolument pas répondre à une question comme ça qui ne concerne pas mon domaine. Mais est-ce que je peux y répondre indirectement, mais après avoir complété ce que dit Laurent Geoffrin, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en même temps, j'en tire pas les mêmes conclusions, ni d'ailleurs les vôtres. Par exemple, à titre personnel, je me cite, désolé de dire moi je, mais c'est pour expliquer un phénomène plus général. En 68, j'étais déjà ce que je suis peut-être cet après-midi, c'est-à-dire plutôt un social-démocrate. Et quand je m'étais défini comme social-démocrate en 67 devant mes camarades de fac, j'avais eu l'impression de dire que j'étais fasciste, j'avais senti un froid, etc. Bon. Mon seul acte gauchiste, je l'ai commis en 69 sur un campus de province où le leader de l'UNEF m'a convaincu que élection piège à con, il ne fallait pas jouer le jeu d'Edgar Faure avec les premières élections, qui pour moi, d'ailleurs rétrospectivement, allaient dans une direction qui finalement est devenue une impasse parce que justement, il y a eu ce slogan « élection piège à con », c'est-à-dire les élections universitaires. La loi Edgar Faure était pleine de potentialités réformistes qui ont été à peu près tuées dans l'œuf. Et ça, c'est un vaste problème français, à mon avis assez français, assez culture catholique, latine, tout ce qu'on veut. Ce leader gauchiste qui m'a convaincu s'appelait Jean-Yves Le Drian.
Donc, voilà. Donc là, on est dans ce que vous dites, c'est-à-dire que assez massivement, et c'est normal, c'est exactement ce qui se passe après la Commune de Paris, où une minorité, façon Louise Michel, reste dans l'axe, et où vous avez une bonne partie des anciens communards qui deviennent des radicaux au sens de parti radical, qui vont terminer sénateurs du Puy-de-Dôme, etc. Et n'oubliez pas qu'il y a une partie des communards qui vont créer le premier mouvement populiste autour du général Boulanger, qui était entouré de blanquistes communards. Donc voilà, c'est ça le sens de l'histoire. Et ça se reproduit régulièrement. Donc dans le cas de mai 68, vous avez un petit peu toute cette répartition-là. Et je suis d'accord avec Laurent Geoffrin, mais peut-être pas pour en tirer les mêmes conclusions que lui. C'est-à-dire que l'EPS, ça j'en étais le témoin, a été nourri d'anciens 68 ans. Ça c'est tout à fait clair. Mais justement, ça va un petit peu dans votre sens. Vous appelez ça en bourgeoisie. Moi, c'est un jugement de valeur péjoratif. Moi, je constate que, d'une certaine façon, ils ont mis de l'eau dans leurs idées de l'époque. Ils en ont conservé parce que c'est pas simplement malin que de dire changer la vie, de mettre autogestion dans le programme, parce qu'on pourrait multiplier les acculturations intéressantes, parce qu'il en est resté quelque chose, pas simplement dans le programme du PS, dans la manière dont ont été gérées, il faudrait en parler longuement, les municipalités qui ont basculé à gauche en 77, puisque la victoire de Mitterrand s'est préparée en 77. Dans certaines des réformes de 80, etc., y compris sur un point, je vous signale, puisqu'on est justement dans le milieu des médias, sur un point dont on ne pense jamais que c'était une révolution culturelle pour la gauche, c'est-à-dire les lois de 80, 82, 83. La gauche était pour le monopole. Elle était absolument contre la gauche traditionnelle, communiste évidemment, mais même la vieille SFI n'allait pas lâcher le monopole sur la radio-télévision. Et dire qu'aujourd'hui, Mitterrand, Filiou, etc., ont été à l'origine des fameuses lois, c'est ne pas se rendre compte que c'était une vraie révolution culturelle, ça n'allait pas de soi. Et ça, c'est un acquis, à mon avis, de 68. Mais évidemment, ça signifie qu'il y a un axe libertaire-libéral, plutôt que libéral-libertaire, et certains vont encore plus loin. Mais après tout, même Romain Goupil, à partir du moment où il considère que le vrai ennemi, déjà en 68, c'était les crapules staliniennes, bon, après tout, jusqu'où va-t-on aller dans cette logique-là? Pour moi, je n'ai pas de jugement de valeur. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'ils ont évolué, qu'ils sont plutôt restés dans une gauche, mais honnêtement, c'est quand même assez éloigné de la gauche qu'en 68, ils présentaient. C'est vrai qu'entre les perspectives trotskistes ou franchement anarchistes, et puis, ne parlons pas d'aujourd'hui, de Goupil aujourd'hui, ou même de Finkielkraut, mais du PS de 81, je pense que là, c'était déjà situé la grande évolution. Je suis d'accord et pas d'accord. Enfin, c'est mon avis subjectif, mais c'est peut-être à mon itinéraire à moi. Je pense qu'en 68, les gens n'étaient pas gauchistes. C'est les leaders, oui, mais la masse, non. Mais c'est une avant-garde. Mais ce n'est jamais qu'une logique d'avant-garde. Il y a des mythes révolutionnaires qui courent à ce moment-là, qui sont repris par les foules. Mais même chez les étudiants en 68, les dernières élections étudiantes en 68, avant que ça explose, donnaient la majorité non pas à l'UNEF, mais à la FNEF quand même. Donc oui. On recompose l'histoire. C'est une avant-garde. Mais dans l'histoire, les avant-gardes réussissent leur coup en 17 ou échouent à la Commune de Paris. Il n'y a pas de règle. C'était une avant-garde. D'ailleurs, les élections de juin ont bien montré que c'était une avant-garde, qui n'était pas tellement représentative. Moi, je ne suis pas du tout une grande spécialiste. J'étais une gamine, je me souviens très bien quand même de tous ces événements. Et en tout cas, je trouve que ça a permis à toute la population française de connaître tous ces mouvements de gauche que les gens ne connaissaient pas. Et puis les grands partis étaient très silencieux de gauche et on entendait, au moins pendant la partie révolte étudiante, des anarchistes, des trotskistes, des Mao tendance, machin, etc. Et comme les médias en ont parlé, alors qu'on n'en parlait jamais avant, ça a été, je pense, pour beaucoup de gens une découverte. C'est qu'il y avait une multiplicité de mouvements de gauche et on avait l'impression qu'ils étaient très très importants. Alors qu'en fait, comme vous dites, ils étaient assez marginaux, mais c'était eux qui parlaient. Mais ils avaient compris le sens de la révolte aussi. Ils avaient compris, et en plus leur leader était extrêmement séduisant pour la jeunesse, en fait. Donc aussi incarner quelque chose qui était assez excitant par rapport au pouvoir en place ou aux vieux de la gauche, en effet. Ça tient au talent individuel de Cohn-Bendit, à mon avis, largement. Voilà. Parce que les autres n'étaient pas très bons. Cohn-Bendit était formidable. Sauvageau avait un petit côté, quand on revoit des films de l'époque, un petit côté propre sur lui, mais quand même assez tenace. Moi, je crois que c'est ça qui est assez incroyable dans mai 68, c'est que ça a révélé une jeunesse que personne ne voyait, que personne ne connaissait, des tendances de gauche très très multiples et très,
très fortes qui ont un peu après disparu. Hein, c'est vrai qu'on en a parlé entre les trotskistes, etc. Et puis une capacité de ces jeunes à exister, à s'exprimer, à se faire reconnaître. Et puis ça a continué après culturellement. Après, ça y est, la jeunesse, c'était fini, elle n'était plus dans un tiroir. Mais ça a continué de moins en moins politiquement par rapport aux présupposés très octobristes de cette avant-garde-là. Sauf les anarchistes, qui à mon avis étaient plus dans le sens de l'histoire, donc Cohn-Bendit. Le 22 mars est intéressant parce que c'est l'alliance qui, évidemment, n'a pas duré plus de quelques semaines, entre l'eau et le feu, c'est-à-dire entre des anarchistes et des léninistes. Ça ne peut pas durer. Mais il y a une tentative. Mais le sens de l'histoire, si on le prolonge, comme j'avais écrit un livre qui a été réédité récemment qui s'appelle L'Entre-deux mai, 68-81. Ce qui m'avait frappé à l'époque, avec le recul, puisque c'était une réédition, je me suis permis d'en rajouter une couche, c'est que le grand basculement culturel se situe avec la fin, l'épuisement des 30 Glorieuses, au milieu des années 70, c'est-à-dire que le sociétal, on dit aujourd'hui d'un mot un peu laid, continue sur son air, bon, et d'une certaine façon, encore cet après-midi, on est dans l'onde de choc de 68, en ce qui concerne les changements profonds, qui me paraissent d'ailleurs très, 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 très importants, des rapports sociaux, des rapports hommes-femmes, etc., après tout. Hein. Bon. Parce que la section syndicale d'entreprise, ça avait beaucoup marqué à l'époque, n'oublions pas aussi les ouvriers, les ouvriers agricoles, c'est du réformisme, c'est du 36, quoi. Donc c'est pas la grande révolution rêvée par certains en 68. En revanche, qu'est-ce qui se passe au milieu des années 70 ? C'est un grand effondrement de la logique progressiste, et c'est à l'échelle de l'Occident, et bientôt de la planète. C'est-à-dire que la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, elle est déjà en place à la fin des années 70. En 75, moi j'avais évoqué l'hypothèse de la révolution de 1975, c'est-à-dire qu'au milieu des années 70, vous avez la chute de Saïgon et à quelques jours près, la chute de Phnom Penh. On peut penser, où est le sens de l'histoire, c'est clair. Il est dans le sens, effectivement, octobre prolongé. Ben non, le sens de l'histoire, c'était quelques jours avant l'une des 2 émissions de Solzhenitsyn chez Pivot. C'était ça qui annonçait, mais on ne le savait pas, on était dessus. Et évidemment, on a Khomeini, Thatcher, Reagan. Et ça, c'est déjà dans l'entre-deux, mais ce n'est pas la peine d'attendre aujourd'hui. Les grands basculements, l'épuisement progressiste et une sorte de logique révisionniste, elle est déjà là, très très tôt, après 68. Et c'est pour ça que ces avant-gardes-là sont intéressants comme inscription, elles sont intéressantes par leurs effets culturels, mais alors, l'effondrement idéologique qui est derrière est déjà complètement là. La chute du mur, c'est pratiquement la sanction de tout ça. Alors effectivement, avec la chute du mur, la logique de la barricade de 68 s'effondre complètement. C'est pour ça qu'on a le populisme aujourd'hui. Parce que lui, il occupe un terrain laissé vide. Une dernière question. Robert Cassous d'Historia. Mais la France a joué un petit rôle de phare pendant cette période. Elle était observée par notamment la presse étrangère, d'autres sociétés qui regardaient ce qui se passait. Est-ce que là, donc pas les commémorations, les célébrations, est-ce que de ce côté-là, il y a eu là un mouvement, j'ai rien vu non plus de spécial sur les médias étrangers pour 68? Alors, je n'ai pas fait cette enquête, c'est ici qu'on pourrait répondre, c'est Laurent Geoffrin qui pourrait répondre, mais sur un point, à chaque pays, donc à chaque culture nationale, 168, vous imaginez bien qu'en ce moment, en Tchécoslovaquie, enfin en Tchéquie et en Slovaquie, on parle beaucoup de 68, mais pas dans les mêmes termes, franchement pas dans les mêmes termes. Donc, évidemment, ça c'est un phénomène, non pas typiquement français, mais c'est le style français, hein, avec toutes ces références, avec le général de Gaulle en face, etc., d'une évolution assez commune aux pays de l'Ouest. Mais pendant ce temps-là, à l'Est, c'est plutôt le souvenir inverse, c'est-à-dire un espoir qui est écrasé par des chars, ce qui est quand même encore plus violent quand même que Georges Pompidou. Sinon, puisque vous êtes historien, effectivement, il y a quand même une petite différence entre Georges Pompidou et les chars soviétiques. Donc le souvenir de la commémoration de 68 ne peut pas être la même. Mais moi, je serais intéressé de savoir ce que le Mexique fait de 68, qui a été un moment très violent dans l'histoire mexicaine. Mais on voit bien que chacun suit sa logique nationale. Laurent, le mot de la fin ? En 68, il n'y avait pas de mot de la fin, c'était parce que le peuple prenait la parole. Voilà, ça sera... Merci beaucoup, je vous propose de remercier nos invités. Et bonne soirée à tous.